Donc, bienvenue. Merci à tout le monde de prendre du temps de votre samedi après-midi pour venir explorer peut-être la discipline de la criminologie. Je la connais bien. Je la connais bien, cette discipline-là, parce que j'y ai étudié pendant 14 ans. Donc, moi, je suis une convaincue. Les gens disent que j'ai le C de criminologie tatoué sur le cœur. Donc, voilà, moi, après avoir entrepris des études collégiale. En intervention délinquance, ben voilà, je viens de Québec, mon nom est René Brassard, donc je dirige l'École de travail social et de criminologie. Avant d'occuper cette fonction-là, j'ai dirigé les programmes de premier cycle en criminologie. Donc, comme je le disais, après avoir terminé des études collégiales en intervention délinquance, ben, étant donné qu'il n'y avait pas de criminologie à Québec, je me suis exilée à Montréal pour faire mon baccalauréat, ma maîtrise et mon doctorat. Donc, j'ai diplômé en 2005 d'un doctorat de l'Université de Montréal. Et puis, j'ai eu l'excellente idée avec une autre collègue de développer la criminologie à l'Université Laval. Donc, je suis particulièrement fière. On est à peu près à une année d'avoir un doctorat. À l'Université Laval, la criminologie, c'est d'abord un certificat d'une année. Hein. Vous savez, un certificat, c'est 30 crédits. On a le baccalauréat sur lequel je vais passer un petit peu plus de temps avec vous, à moins que qu'il y ait des questions là, davantage sur le certificat. Et puis, on va voir un peu ce que ça mange en hiver. Donc, pour ceux et celles qui confondent la criminologie des fois avec la criminalistique policière, les avocats du droit criminel, les criminalistes. Donc, on va essayer de démêler tout ça. Et puis, je prends toujours, parce que je dirige une unité à deux disciplines, donc le travail social versus la criminologie. C'est quoi la différence? Oui, crime, mais jusqu'à quel point on ne peut pas faire ça avec des travailleurs sociaux? Bref, on va essayer de faire des petites distinctions pour que vous puissiez avoir, je l'espère, toutes les informations en vue de prendre une décision éclairée quant à vos demandes d'admission qui s'en viennent. Donc, sans plus tarder, je vais, si vous me permettez, vous partager mon écran pour vous présenter un petit peu. Vous allez me voir en mortaise, là, quelque part. Là. Donc, tout le monde voit bien, juste peut-être me... C'est bon pour tout le monde, génial, faites-moi un signe de vie, là, pour... Parfait, parfait. Donc, voilà, sans plus tarder, le plan de la rencontre que je vous propose aujourd'hui, c'est d'abord de débuter avec le programme de baccalauréat, comme je vous disais préalablement. On va voir les objectifs du programme. Donc, dans ce baccalauréat-là, est-ce que c'est un baccalauréat théorique? Est-ce que c'est un baccalauréat rempli d'histoire de la criminologie? Qu'est-ce qu'on y fait? On va examiner aussi, je dis toujours aux étudiants, il faut faire des études universitaires pour que ça donne quelque chose en bout de ligne. Il faut rendre ça monnayable et profitable. Donc, on va explorer les divers milieux d'emploi qui sont susceptibles de recruter nos étudiants en criminologie. Et puis après, on va examiner un petit peu plus la structure du programme. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce programme-là comme type de cours pour que vous puissiez avoir une idée complète du programme. Et puis, je dirais quelques mots sur le certificat, qui est une espèce de petit euh, produit, hein, en quelque sorte, du baccalauréat. Donc, on va voir aussi ses objectifs, son cheminement, mais les types de cours aussi. Et puis après, je serai ouverte, là, ne craignez pas, je serai ouverte pour vos questions. Est-ce que vous voyez toujours la présentation ou non? Voilà, je savais bien que ça ne marcherait pas. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais interrompre le partage d'écran et je vais déplacer plutôt mon PowerPoint. Voilà, voilà, voilà. À moins que je vous mette, chers amis, ici. OK. Et puis, vous me direz si je n'ai pas une caméra pivotante, donc vous m'excuserez. Voilà, on va travailler ici plutôt. Ça va être beaucoup plus facile pour que je sois, à tout le moins, face à vous. Donc, je ne vous vois pas là, OK? Donc, mais je vais vous observer. Donc, voilà, le plan de la rencontre étant précisé, nous voilà maintenant. Essentiellement, le baccalauréat vise deux objectifs principaux. Acquérir des connaissances dans le domaine de la pratique. Donc, c'est un baccalauréat qui conduit, on appelle ça un baccalauréat, une discipline professionnelle qui conduit au marché d'emploi. Donc, quelqu'un qui entreprend les études de baccalauréat en criminologie va y aborder le domaine de la pratique, mais aussi la recherche, bien entendu,
Donc, vous avez 2 cours de recherche obligatoires, méthode qualitative au baccalauréat et méthode quantitative. Et puis, vous avez, plus le baccalauréat avance, plus il s'agit d'un baccalauréat qui développe des compétences en matière d'intervention, mais bien entendu dans la discipline et le domaine de la criminologie. Et on va voir tout à l'heure un petit peu plus là, de quoi il est question quand on parle de développement d'expertise professionnelle. Le baccalauréat, deuxièmement, vise aussi à développer des habiletés de base en relation d'aide. La particularité de cette relation d'aide en criminologie, c'est le fait que cette relation-là se fasse dans un contexte d'autorité. Donc, la plupart du temps, on intervient avec des gens qu'on dit sous contrainte. Donc, on a des mandats de la justice, des mandats de surveillance, des mandats d'intervention. Donc, par rapport à d'autres disciplines, la particularité de la criminologie, c'est celle d'intervenir en contexte d'autorité. Donc, on porte un mandat légal, on exécute un mandat d'intervention. Et les étudiants, au final, seront en mesure non seulement d'évaluer un contrevenant, donc évaluer la dynamique délinquantielle ou déviante de la personne, de mettre en place, donc de façonner un plan d'intervention, de la planifier, mais aussi d'en assurer le suivi, que ce soit par exemple à l'intérieur des institutions, à l'étape de la prévention ou encore à l'étape de la réinsertion sociale. Au niveau des milieux d'emploi, évidemment, la criminologie est l'œuvre à la fois chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. On va faire quelques petites distinctions avant d'entrer, vous allez voir, dans les milieux d'emploi. Donc, j'aime beaucoup faire ces distinctions-là parce qu'elles permettent aux étudiants de voir tout l'ordre des possibilités d'emploi. Donc, comme je le disais, on intervient auprès de la jeunesse, mais auprès des adultes. Les criminologues interviennent auprès de 3 clientèles particulières. Donc, les personnes contrevenantes, les personnes qui contreviennent aux lois pénales, les victimes de crimes aussi, donc toutes les victimes qui sont victimes d'un acte potentiellement criminalisable, les criminologues s'y retrouvent, mais aussi les proches, à la fois les proches des personnes incarcérées ou placées dans des institutions, ou encore les proches des personnes victimisées. Donc, si on brosse un peu un trait, si on dresse un inventaire un peu des milieux, on a évidemment les centres jeunesse. Donc, centre jeunesse au niveau de la direction de la protection de la jeunesse. Donc, on intervient avec les familles aussi, des jeunes placés pour problèmes de comportement. Vous savez que pourquoi les centres jeunesse? Ben, tout simplement parce qu'il y a un lien très fort entre le développement de comportements délinquants, juvéniles, mais aussi des problèmes de comportement ou encore de motifs de compromission. Donc, ces clientèles-là ne sont pas nécessairement divisées. Ils cohabitent à l'intérieur du système. Donc, on intervient autant au niveau de la protection de la jeunesse qu'au niveau de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Donc, des jeunes contrevenants, des gens qui contreviennent, des jeunes qui contreviennent à la loi sur les adolescents. On a aussi le domaine des services correctionnels. Donc, ça, c'est l'univers. Les centres jeunesse, vous savez, c'est de juridiction provinciale. Les services correctionnels, fédéral et provincial. Donc, ici, services correctionnels, on va parler des établissements, bien entendu, de détention. Donc, les prisons, les pénitenciers. Les prisons, c'est provincial. Les pénitenciers, c'est des sentences de 2 ans plus 1 jour. Donc, des délits beaucoup plus graves. Et c'est de juridiction fédérale. À l'intérieur de la diversité des peines que l'on peut recevoir à la suite de la commission de l'infraction chez les adultes, il y a une de ces peines qui s'appelle la probation. Donc, il se peut qu'on ait à se retrouver devant le juge et puis que le juge nous donne une probation qui peut aller jusqu'à 3 ans. Donc, on fait de la surveillance aussi communautaire. Hein. Donc, ça, c'est une mesure, c'est une peine, la probation, alors que la libération conditionnelle est une mesure de réinsertion sociale, vous savez, au Canada, encore plus particulièrement au Québec, je vais vous dire qu'on croit, oui, à la punition, mais aussi à la réhabilitation et à la réinsertion des personnes en vue qu'ils deviennent des personnes respectueuses des lois. Donc, les fameux agents de libération conditionnelle, vous savez, si vous écoutez un petit peu des films américains, là, c'est souvent un comité, voilà, au sein duquel le détenu va présenter son projet de sortie.
hein, pour voir qu'est-ce qui est prévu au niveau du travail, voilà, de la famille, où est-ce qu'il va aller habiter. Donc, on fait l'évaluation aussi du risque de récidive que représente cette personne-là. Et les membres des audiences ou libération conditionnelle vont prendre une décision éclairée quant à la libération ou non de la personne. Je vous le disais, on travaille en établissement aussi de détention à titre d'agent de gestion de cas. Donc, c'est bien beau que de donner une peine d'incarcération aux personnes, mais à l'intérieur de ça, vous savez, une des finalités de l'établissement de détention, c'est de transformer aussi les gens. Donc, ceux-ci sont amenés à participer à des programmes et on accompagne les gens dans le rétablissement, en fait, de leurs différents problèmes et difficultés qu'ils vivent. On a les maisons de transition, donc certaines personnes sous liberté conditionnelle vont, avant de reprendre un peu leur vie dans la société, vont passer parfois par un intermédiaire que l'on appelle une maison de transition. Donc, pour ben, le temps de se trouver un emploi, de se trouver, par exemple, un logement, de reprendre contact avec sa famille. Donc, on va travailler aussi avec ces personnes-là. Comme je vous le disais, ça, c'est un petit peu plus au niveau de la jeunesse et des adultes, mais on travaille aussi avec les victimes, donc tous les centres, ce qu'on appelle les CALVAC, donc les centres d'aide aux victimes d'actes criminels. On travaille aussi au niveau des organismes communautaires à 3 moments clés. OK? Donc, je vous ai fait certaines distinctions, jeunes, adultes, personnes contrevenantes, victimes, mais aussi leurs proches. Et il y a une dernière distinction que je veux faire aussi avec vous, c'est que les criminologues vont intervenir à 3 moments. Donc, ce qu'on appelle de l'antédélictum, avant la commission d'infraction. Parfois, on a des indices que, oh, 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 le petit arbre commence à se plier, et puis on a des indices que la personne serait susceptible de commettre une infraction. Donc, on essaie de travailler davantage dans une logique de prévention du développement de la criminalité. Évidemment, comme on peut le constater, vous et moi, ben, parfois on n'y vient pas, on n'y arrive pas. Donc, il y a des gens qui se retrouvent aux portes soit de la justice pour avoir commis des infractions, que l'on soit des jeunes ou encore des adultes. Ben là, on va travailler plus à l'intérieur du système, donc pour la transformation et la réhabilitation des personnes. Et puis après, quand la personne sort de cet établissement-là, parce que je dis toujours à mes étudiants, vous savez, le but d'être en prison pour une personne incarcérée, c'est d'en sortir. Alors, on aide les personnes aussi à s'en sortir pour pouvoir reprendre leur lien d'attachement, mais aussi participer pleinement à la vie sociale active une fois qu'ils ont quitté l'institution. CIS, CIUS, parce que, bon, au sein des mégastructures, vous savez, suivant la réforme Barrette, du ministère de la Santé et des Services sociaux. On a créé en fait des mégastructures, les CIS et les CIUS, qui sont répartis à travers le territoire québécois. Juste pour vous donner une petite indication, là, ici, les centres jeunesse font partie des CIUS. Donc, c'est une grosse structure qui englobe toutes sortes de milieux. Évidemment, quand on parle de milieux de prévention, on peut travailler dans les milieux scolaires. Donc, on a des criminologues qui font aussi des stages en matière de prévention des différents, donc de règlement des conflits dans les écoles secondaires en vue ben voilà, toujours de ne pas se rendre à l'événement fatal. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Ça vous convient? Génial? Vous en prenez des choses? Cool. Oui, C'est parfait, ça. Donc, cheminement type, c'est un programme de baccalauréat, OK, de 90 crédits au total. 60 de ces crédits-là sont constitués de cours de formation obligatoires. Donc, c'est beaucoup. Pourquoi c'est beaucoup? Parce que au final, une fois que les étudiants complètent leur baccalauréat, et le baccalauréat de criminologie de l'Université Laval donne accès au permis de pratique de l'Ordre des criminologues du Québec. Donc, voilà. Et puis l'ordre s'assure que, en vue de protéger le public, hein, au sein, à partir desquels le criminologue intervient, auprès desquels le criminologue intervient, ben, s'assure que dans le baccalauréat, tout le monde reçoive une espèce de tronc commun de cours et développe les mêmes compétences. On a aussi de la formation pratique, donc 3 cours de formation pratique, plus de la connaissance criminologique, donc des domaines. Mais le lien, là, la ligne de fond de tous les cours, vous allez le voir avec moi aujourd'hui, c'est vraiment le rapport à la criminalité. Donc, on peut mettre n'importe quoi, victime et crime, drogue et crime, santé mentale et crime, mais vous allez toujours revoir ce lien-là constant entre
la criminalité et les diverses problématiques sociales. Et puis, on a un bloc de formation complémentaire qui est composé de 12 crédits, donc l'équivalent de 4 cours, où on demande à nos étudiants d'aller puiser aussi dans des disciplines connexes, donc à la fois sociologie, à la fois travail social, à la fois psychoéducation, dépendamment de vos champs d'intérêt, bien, vous pouvez choisir en fait ou arrimer votre parcours de manière tout avisée en vue de développer de maximiser le développement de vos compétences. Je me souviens très bien, moi, quand j'étais au baccalauréat, je m'intéressais aux personnes contrevenantes adultes, donc tous les cours sur prison ou encore adultes, délinquance adulte, ben, je choisissais mes cours, que ce soit par exemple en sociologie de la déviance. Donc, on essaie de combiner aussi des cours d'autres disciplines pour avoir une formation qui nous permette d'exécuter de manière experte, voilà, spécialisée, notre métier. Voilà les cours. Je vais essayer. On va d'abord examiner la portion bleue. Ce sont les cours obligatoires. OK? Donc, voilà les cours. Cours d'histoire, évidemment, le crime à travers le temps. C'est génial. On est passé des peines corporelles à la pendaison dans les villages. Et puis aujourd'hui, on a des établissements carcéraux. Comment on a traité, hein, les criminels depuis le 18e siècle. Donc, c'est magnifique de voir comment on est passé un petit peu de méthodes barbares. Hein. On s'est emparé du corps, on faisait toutes sortes de peines corporelles. Je me souviens le carcan, entre autres, où on marquait aussi le fer rouge, au fer rouge, les voleurs avec un grand V sur leur chair pour les reconnaître dans les cités. Évidemment, les mœurs ont changé. Donc, on voit toute l'histoire du crime. On voit aussi le développement, le rapport que la société entretient avec le crime. Dans le cadre du cours Société et justice pénale, le troisième, on voit aussi comment la société a répondu au crime. Hein? Est-ce qu'on a toujours répondu par la voie pénale? Est-ce qu'on a tantôt répondu par la voie médicale? Donc, on a un cours de droit pénal général, donc on doit avoir des assises et une compréhension minimale du droit, du code criminel, des grands repères ou des grandes lois à l'intérieur du code pénal. On a technique d'entrevue en criminologie, donc ce n'est pas juste faire des entrevues ben, avec quelqu'un, là, comme si on allait souper, mais c'est vraiment avec des contrevenants. Donc, des contrevenants qui parfois utilisent des stratégies, toutes sortes de stratégies. Des fois, c'est la colère, des fois, c'est la manipulation, des fois, c'est l'insistance, des fois, c'est le déni. Donc, on développe des compétences plus particulières pour faire face à cette diversité de la clientèle. Donc, on examine aussi toute l'intervention auprès des victimes d'actes criminels dans le cadre du cours victimologie. On a des cours de fondement aussi parce que vous savez, la criminologie, elle est née de 3 disciplines. Donc, elle a une branche commune avec la psychologie. Donc, il y a des travaux théoriques qui expliquent la commission des infractions dans le cadre de perspectives plus d'orientation psychologique au niveau des cognitions, au niveau des déviances et tout ça. Donc, on voit tout cela dans le cadre du cours théorie psychocrime. On a un cours pénologie, comme son nom l'indique, sur les peines, donc voir la distinction entre toutes les peines. Crime et troubles mentaux, donc le lien hein, entre tout le développement des troubles mentaux et du rapport au crime. On a un cours aussi qui s'appelle milieu institutionnel et communautaire. Ce cours-là est très intéressant. Euh, puisqu'il vise à faire connaître aux étudiants l'inventaire des divers milieux que vous pourriez choisir dans le cadre de votre stage final de formation. Donc ça, c'est vraiment génial. Là, vous faites vraiment un bel inventaire de toutes les voies possibles en termes de professionnalisation. Je vous le disais, dans mon deuxième objectif du baccalauréat, le criminologue évalue aussi des délinquants, donc évalue la dynamique délinquentielle ou la trajectoire délinquentielle des personnes. On voit ça dans le cadre du cours Gestion et évaluation du risque en criminologie. On a les 2 cours de recherche, Cali-Canty, que vous connaissez, mais un petit peu plus appliqués au domaine et à la discipline de la criminologie parce qu'on accède à des bases de données ou encore à des formes d'outils de collecte de données particulières. On a le cours Intervention individuelle en criminologie, où là, on intervient plus proprement dit à partir de diverses approches d'intervention. On explore aussi toute la question des jeunes et des 2 cadres législatifs, donc la LJPA,
la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, mais aussi la DPJ dans le cadre du cours qui s'intitule Jeunes et justice. Je vous le disais, la criminologie a une branche avec le droit, a une petite branche aussi avec la psychologie, mais là aussi une petite branche avec la sociologie, donc ce qui nous amène vers la sociocriminologie. Donc, il y a des causes ici, il s'agit d'explorer les causes de à saveur un peu plus sociologique, donc des mécanismes d'inégalité sociale, de pauvreté qui conduisent, par exemple, à la commission d'infractions comme étant le résultat de diverses problématiques sociales. Donc, par la suite, on a principes éthiques et déontologie, donc quelles sont les règles de la pratique en criminologie. Et vous avez un cours de séminaire de stage sur une année, c'est pour ça qu'il s'appelle 1 et 2. Et finalement, à la dernière session, un stage pratique en criminologie. Le bloc jaune, c'est le bloc ici. J'espère que vous le voyez bien. Juste peut-être me faire signe aussi. Est-ce que tout le monde voit bien mon petit bloc jaune? C'est bon? Oui, good. Donc, on a un inventaire de cours. Donc, vous êtes appelé à choisir 3 de ces cours-là. Principe d'intervention auprès des clientèles involontaires. Donc, ceux qui s'intéressent, moi, c'était mon intérêt au début, quand j'ai débuté avec mon bac en criminologie. Je voulais travailler avec des gens qui commettaient des homicides, notamment des crimes violents. Donc, on explore cette clientèle involontaire et comment on intervient avec des gens qui parfois ne résistent ou ne veulent pas que l'on intervienne dans leur vie. On a médiation et justice réparatrice, donc des nouvelles manières plus contemporaines de répondre aux crimes ou encore à des délits. On a intervention de groupe, parce que vous savez, si on fait, par exemple, si on pense à des problématiques comme la délinquance sexuelle ou en toxicomanie, il y a beaucoup de ressources qui travaillent dans des formats non pas d'intervention individuelle, mais plutôt de groupe. Donc, dans le cadre de ce cours-là, on développe des compétences pour animer les groupes. On acquiert aussi des compétences au niveau de l'aide mutuelle et des théories. On a aussi l'expertise sociale à la cour. Donc, à divers moments, il peut survenir que le criminologue ait à agir devant le tribunal pour produire une expertise écrite ou orale qui concerne soit deux moments clés, au moment de la mise en liberté sous caution ou encore avant de déterminer la sentence. Ben, le juge peut nous dire, ben là, je connais beaucoup des faits qui touchent la commission d'infraction, mais je ne connais pas la personne qui est devant moi. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un, un criminologue souvent, qui va venir faire une expertise sur la personne pour venir mettre sa délinquance et sa criminalité en rapport avec, ben voilà, sa famille, le milieu scolaire, sa santé, son éducation et un peu refaire la vie de la personne. On a surveillance communautaire, donc toutes les gens qui sont suivis en collectivité. Et au final, on a évaluation et intervention criminologique auprès des jeunes. Donc, voilà pour ce qui est des cours d'intervention. Et on a une série de cours en vert, des cours que j'appelle des cours d'intérêt. Hein, donc, femmes et criminalité, prévention du crime, procédure et preuve, justice et minorités autochtones que j'enseigne. Donc, police et sécurité, univers carcéral pour ceux qui s'intéressent plus aux milieux carcéraux, délinquance sexuelle, on a justice pénale et communauté ethnoculturelle, donc drogue, dépendance et criminalité, dépendance et réseaux sociaux, le crime organisé et les réseaux illicites. Et enfin, sujets spéciaux. Sujets spéciaux, c'est un cours, c'est une espèce de coquille dans laquelle parfois il y a des professeurs d'autres universités qui font des échanges. Et puis, bien, ça nous permet un peu sur le tas, comme ça, d'inviter un professeur d'une autre université à enseigner un domaine de spécialité. Et puis, au final, on a de la formation complémentaire. Donc, on a différents cours, que ce soit en anthropologie, en sociologie, en travail social, que vous pouvez aussi suivre à l'intérieur de votre programme. Donc, voilà où on en est. Cheminement et type de cours, admission à l'automne seulement au baccalauréat en criminologie, donc pas d'admission à l'hiver. Certains cours préalables, cheminement fortement recommandé. On va y revenir sur les cours préalables. Et puis, ben, il faut au moins faut maintenir une moyenne de 2, hein, parce que vous savez, l'Université Laval n'émet pas de diplôme si votre moyenne académique est au-deçà de 2.
Donc, on ne va pas plus bas que 2, qui correspond là à nos repères à nous, à la lettre C, OK, pour pouvoir diplômer en criminologie. Donc, ici, je vous ai mis un peu le cheminement, ce que je vous ai présenté en tableau. J'ai repris mes couleurs et puis on étale ça sur le temps. Donc, vous voyez que les premières années, vous avez 8 cours sur 10 obligatoires. Donc là, on pose les jalons disciplinaires. On vous fait un peu connaître les divers milieux. Et puis, plus on avance, plus on a des cours en jaune qui arrivent. Donc, plus on développe nos compétences en intervention. Et puis, on vous a mis encerclé en rouge. Hein, ce qui est extrêmement intéressant pour vous, c'est qu'à la dernière session, donc l'hiver 3 d'un programme de 3 ans, vous terminez à l'hiver avec un stage. Donc, pour ceux et celles dont le stage se passe très, très bien, bien souvent, on a des étudiants qui sont engagés tout de suite après. Donc, vous êtes employable tout de suite après. Vous n'avez pas besoin de revenir à l'université pour une session, compléter des cours. Donc, c'est un cheminement que l'on vous propose et on est tout à fait conscient que certains d'entre vous puissiez entreprendre des études plus dans un mode à temps partiel. Donc, voilà. Mais ça, c'est comme quelqu'un qui est à temps plein, là. Mais évidemment, tout cela s'étend plus longuement pour ceux et celles qui entreprennent des études à temps partiel. Donc, voilà. Les milieux de stage, j'en ai parlé un petit peu, les bureaux de probation, les particularités des stages à l'École de criminologie de l'Université Laval, c'est qu'il y a beaucoup de stages en région. Donc, je vous dirais que dans l'infobac, là, j'espère qu'on a toujours cette inscription, je vous dirais à peu près 70-75% des étudiants font leur stage en région. Pourquoi? Mais même si Mme Brassard aime beaucoup la criminologie, ils ne vont pas construire 120 places pour accueillir mes stagiaires et des prisons uniquement dans la région de Québec pour me faire plaisir. Donc, les prisons, elles sont surtout à Montréal. On a une prison à Québec seulement, mais il y en a partout. Il y en a jusqu'en Gaspésie. Donc, je dis toujours à mes étudiants, ça vaut vraiment le coup parce que pour faire une carrière que l'on aime, pour réaliser un rêve, ben, écoutez, c'est pas quand même l'autre bout du monde. Et ça vaut la peine parfois aller dans une ville intermédiaire pour aller se former, prendre de l'expérience. Et puis, ben voilà. Donc, voilà. Et il y a aussi des possibilités de stage à l'étranger ou encore ailleurs au Canada. Donc, Europe, quand les systèmes sont équivalents, OK, je pense à l'Europe, notamment, on a eu des stages dans le passé qui se sont réalisés en Suisse, où la probation ou le suivi probationnaire est à peu près l'équivalent au Québec. Donc, il était possible pour nos étudiants de déployer leurs compétences de stage acquis à Laval en contexte suisse. Des fois, il n'y a pas toujours de comparable, OK? Donc, il faut s'assurer que vous soyez en mesure au sein du milieu à l'extérieur des frontières du Québec, que vous soyez en mesure d'exécuter les compétences qui sont exigées par l'ordre professionnel. Mais moi, j'encourage beaucoup. C'est quelque chose que j'aimerais énormément développer. La beauté, c'est que toutes les instances qui sont gérées par le fédéral, donc je pense au pénitencier, la libération conditionnelle fédérale, ben, on a le choix aussi de faire des stages à travers le Canada, dans d'autres provinces, pour parfaire son anglais. Vous savez, on est une société du monde, donc on n'est pas cloué comme des arbres, on n'est pas enraciné comme des arbres. Donc, pour ceux et celles qui veulent vraiment profiter de leurs études pour aller voir aussi ailleurs dans d'autres contextes, c'est possible. Mais voilà, donc essentiellement, c'est ça. Le certificat en criminologie, évidemment, le certificat, c'est un tiers environ. Mais si vous examinez bien cet acétate-là, droit pénal, délinquance, société, minorité, théorie, sociocrime, c'est toutes des mêmes cours du bac. Et oui, oui, oui. Donc, le certificat, qui est habituellement composé de 10 cours de 3 crédits pour un diplôme de 30 crédits, est composé de 6 cours obligatoires, OK, sur 10. Et puis, vous avez une marge de manœuvre dans les autres cours, mais il faut faire attention parce que souvent, des étudiants, et ça, je vous ai mis ici, là, trois petites étoiles, mais je veux vraiment que vous portiez attention. Souvent, les étudiants n'ont pas la cote R pour rentrer en criminologie et utilisent comme stratégie le certificat. Attention, le certificat n'est pas une passerelle pour le baccalauréat. Donc, ce sont les mêmes cours de baccalauréat et c'est la même force aussi de cours. Donc, des fois, faites vraiment attention. Parce que les étudiants n'obtiennent pas nécessairement la cote R nécessaire. Et des fois, il y a des étudiants, puis
Prenez le temps d'aller parler avec des gens. Si vous n'avez pas la cote R, ben, combien de temps ou combien de cours à combien avec telle valeur j'aurais besoin pour augmenter. Des fois, on a toutes sortes de préconceptions en ce qui a trait à nos cotes R. Donc, ce programme de certificat, vous aurez compris hein, que plutôt que 30 cours, il comprend 10 cours. Donc, essentiellement, il vise à initier les étudiants au fondement de la discipline criminologique. Et comme vous pouvez voir, là, les différents cours, ben, on n'entre pas tant que ça dans l'intervention. Donc, c'est vraiment des cours à visée généraliste, des cours de fondement. Et puis, ben, il y a des étudiants aussi, hein, de plus en plus, qui font des bacs multi. Donc, ils vont combiner 3 disciplines, là, 3 certificats de 3 disciplines différentes pour, voilà. Et encore là, il y a plein d'étudiants qui obtiennent un emploi, par exemple, avec un certificat en criminologie, un certificat en travail social, puis un certificat en intervention ou en toxicomanie. Mais eux, c'est clair, ils veulent aller en toxicomanie, travailler avec les jeunes, par exemple, ou les adultes. Donc, voilà un autre possible pour vous. OK? Des questions, vous vous adressez à l'adresse si mentionnée. Donc, la capsule d'aujourd'hui, elle sera enregistrée. Elle sera déposée aussi sur le site de la faculté. Donc, vous devez. J'avais pensé aussi parce que attendez une minute, je vais vous retrouver ici. Ce que j'ai pensé, je sais, je suis toujours en retard, là. Moi, je prends plus de temps, c'était jusqu'à 1h30, mais enfin, c'est la vie. C'est comme ça la vie. Je prends plus de temps parce que je veux donner du temps à vous. Vous avez pris du temps, donc je vais vous donner aussi de mon temps. Peut-être Peut-être certaines questions qui risquent, en fait, qui surviennent souvent à la fin de nos présentations, c'est: «Madame Brassard, c'est quoi la dernière cote R des derniers amis, de cette année ou l'année?» Donc la dernière cote R, je l'ai ressortie, vous savez, pour l'année 2021, la catégorie collégiale. Donc si vous provenez d'un cégep, c'est 28,3. Donc oui, nos étudiants sont forts. Mais on a beaucoup de plaisir. La cote R universitaire, la dernière cote R universitaire 2021, elle est de 25 439. Voilà. Et puis, au niveau du DEC ou des provenances, vous savez, ça prend un DEC en sciences humaines, sciences naturelles, sciences informatiques, mathématiques ou les autres decks, là, mais il faut avoir les méthodes quantitatives en sciences humaines. Donc, vous savez, 337, 360, je pense, ou 300, donc, ou leur équivalent. Il se peut que certains d'entre vous disent: «Ah, ben écoutez, je ne l'ai pas, moi, je viens d'un sciences humaines, pas de maths», par exemple. Donc, si vous n'avez pas ce préalable de méthodologie quantitative, ben, sachez que vous pouvez aussi être admis en septembre, qu'on appelle une admission sous condition, où vous aurez une certaine période de temps, soit à l'été avant de débuter votre université ou encore la première session. Là, je me tournerai peut-être vers Madame Lafleur. Est-ce qu'on donne la première session pour que les étudiants qui n'ont pas les préalables. Oui, maintenant, à partir de cette année, en fait, on autorise une session de délai pour faire la preuve de la réussite du préalable. Donc ça, c'est génial parce que dans la première session, ben, génial, mais aussi intensif. Je vais être franche et honnête avec vous parce que vous avez déjà 5 cours d'université, plus le préalable. Si vous n'avez pas le préalable, je vous invite à le faire avant. C'est toujours mieux que de pousser un peu vers devant. Le baccalauréat, cette année, nous avons eu 779 demandes. Il y a 120 places. OK? Pourquoi 120 places? Waouh, c'est qui? C'est Mme Brassard qui a décidé ça? Non, pas du tout. C'est la capacité d'accueil de nos stagiaires dans les divers milieux dans l'Est du Québec. Donc, on l'estime à peu près à 120 places. Tout ça sera éventuellement à changement parce que on commence à être connu pas mal dans la région de Québec. Et puis, ben voilà, on aura. L'avenir est bon. L'avenir est bon, là. Pour augmenter éventuellement notre contingentement. Et on a 2 places réservées aussi aux Premières Nations et aux Inuits, donc au sein de notre baccalauréat. Donc, tout ça, là, vous pouvez, Madame Gisèle Lafleur, que j'aimerais vous présenter quand même, parce que elle aussi, elle a pris du temps pour être avec nous. C'est la personne clé au niveau de la faculté pour les études de baccalauréat en criminologie, en fait, de premier cycle en criminologie, je pense, même deuxième, Oui. même deuxième. Donc, Et voilà. bientôt troisième.
Et bientôt troisième, voilà, on continue de se développer. Donc, s'il y a des choses en termes de cheminement académique, vas-tu avoir une équivalence pour ça? Ça va-tu m'être reconnu? Ils vont-tu prendre en compte mon expérience? Madame Lafleur, c'est la personne d'expérience qui est vraiment éprouvée, qui peut vous aider, bien entendu. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions, vous pouvez, je peux prendre les questions, soit voilà, avec votre micro. J'ai une question, je suis allée, attendez, bonjour, je suis un élève en terminale. Je voudrais savoir quelle est la moyenne requise au baccalauréat pour accéder aux études en criminologie. Donc, Tiena, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous venez de l'extérieur du Québec, mais pour la catégorie collégiale, nous, on fonctionne avec la cote R. Donc, moi, ben voilà, Madame Lafleur, quand je suis en train de dire n'importe quoi, Madame Lafleur vient et me donne la réponse. Voyez-vous pourquoi je l'aime? Donc, 17 sur 20, voilà. J'ai une question. Je suis à l'éducation des adultes présentement. J'aimerais savoir si je dois avoir une moyenne à l'école pour pouvoir entrer dans ce bac. Donc, ça, c'est la catégorie adulte. On n'a pas besoin, c'est ça? Non, effectivement, quand on est candidat adulte, c'est sûr qu'on regarde les résultats obtenus au secondaire, puis des fois au collégial aussi. Faut vraiment s'assurer d'être un vrai candidat adulte. C'est pas parce qu'on est une grande personne qu'on répond nécessairement à la définition de candidat adulte. Un candidat adulte, c'est une personne qui n'a pas de diplôme d'études collégiales, qui a 21 ans ou plus et qui a abandonné le réseau scolaire depuis 2 ans minimum, que ce soit en cumulatif ou en continu. Donc, le 2 années est important. Et ensuite, on va, oui, regarder les résultats scolaires, mais comparativement à un candidat collégien ou un universitaire, on va aussi regarder le curriculum vitae et la lettre de motivation. Donc, c'est ce qui va différencier des candidats réguliers, si je peux dire. Donc, on a une belle question aussi là, qui embête souvent les étudiants. Donc, je vous remercie, Natacha Roquette, de nous la distinguer, l'avocat criminaliste. Donc, c'est un criminaliste, la criminalistique et la criminologie. Ah, mon Dieu, ça sonne pareil, mais ce n'est pas tout à fait pareil. OK? Donc, attention pour ne pas vous confondre. Les avocats criminalistes, ben, ce sont des avocats qui sont spécialisés en droit criminel. OK? Donc, ça, c'est des avocats qui défendent des contrevenants dans le cadre des procédures judiciaires. Donc, la comparution, le procès, la plaidoirie, uniquement pour des causes criminelles, le droit criminel. La criminalistique, maintenant. La criminalistique est une sous-division, OK, ou un sous-domaine de ce qu'on appelle la police technique. OK? Donc, vous savez, la police, ben, il y a des policiers, hein, il y a des patrouilleurs, puis à l'intérieur des services ou des corps de police, il y a toutes sortes de divisions. Vous savez, il y a la division des mœurs. Il y a la division aussi criminalistique qu'on appelle la police technique, où là, on fait davantage, en fait, leur tâche vise essentiellement à faire l'étude des scènes de crime, de la balistique, vous savez, les angles par lesquels les balles sont entrées et ont atteint le corps de Mme Brassard. OK? Donc, on fait toute de l'analyse de scènes de crime. Évidemment, vous aurez compris que ce n'est pas ce dont il est question ici au baccalauréat en criminologie. Le criminologue, titre réservé, hein, d'ailleurs. Donc, c'est un titre qu'on ne peut pas utiliser si nous n'avons pas un permis émis par l'Ordre des criminologues du Québec. Donc, le criminologue est un intervenant social qui intervient auprès des adultes, des personnes contrevenantes, des victimes ou le proche en vue de prévenir, transformer la personne de contrevenante ou participer à sa réinsertion sociale. Donc, contrairement à d'autres disciplines, OK, plus d'intervention, je pense par exemple au travail social. Le travail social, à la différence de la criminologie, le travailleur social est un généraliste, OK, de l'intervention. Donc, la force du baccalauréat en travail social, c'est le développement des compétences en intervention, mais auprès de différentes clientèles, des jeunes jusqu'à la gériatrie.
OK? Donc, vous avez un cours sur divers domaines de l'intervention, mais l'intervention, c'est le gros bloc de votre formation. OK? Criminologie, c'est le criminologue, c'est le spécialiste, OK, en matière d'intervention auprès de la déviance, de la criminalité et de la délinquance. Donc, on appelle ça une discipline spécialisée où vous avez pu le constater avec moi, tous nos cours, il y a le terme crime. On met toujours le rapport crime. Crime est quelque chose, femme et crime, jeune et crime. Donc, il y a toujours, donc c'est une discipline qui est plus spécialisée que le travail social qui est beaucoup plus généraliste. Est-ce que ça vous permet de bien comprendre les distinctions? Oui, génial. Oh là là! Donc, les étrangers, malgré les places limitées, oui, on accepte les étudiants étrangers. En fait, ce pas des étudiants étrangers, c'est des étudiants qui proviennent en fait de l'extérieur des frontières, mais ce pas des étrangers. C'est des super étudiants. Donc, oui, il y a une catégorie d'admission aussi. Je pense pour autres universités, Madame Lafleur. Oui, tout à fait. On peut parler des internationaux à ce moment-là, parce qu'autrement, on est tous des étrangers. Et oui, il y a la possibilité d'être admis au bac en étant à l'extérieur du Canada, sans problème. Voilà. Il y a une question de monsieur ou madame Sarrazin. Donc, est-ce que si je fais un bac multi, je pourrais aller directement sur le marché du travail après? Ben moi, oui, je vais vous dire que oui. Ce n'est pas une instantanée. J'en connais à chaque année qui font, par exemple, travail qui combine psychoéducation, criminologie ou encore intervention auprès des agresseurs sexuels. Donc, il y a des bacs un petit peu plus spécialisés en intervention et qui combinent avec des certificats disciplinaires qu'on appelle. Donc, oui, le bac multi, il faut voir à ce moment-là ce qui est exigé par les divers employeurs. OK? Mais attention, parce qu'un bac multi, ça peut conduire, OK, au marché du travail, mais si le marché de travail en question exige que vous soyez titulaire d'un permis de pratique, d'un ordre professionnel, là, vous n'y arriverez pas. Mais il y a plein de milieux de pratique qui n'exigent pas, au moment où je vous parle, ce fameux permis de pratique-là et qui préfèrent avoir des candidats généralistes. OK? Est-ce que nous pouvons accéder au programme en tant qu'étudiant libre? Non, je ne crois pas, Madame Lafleur, à moins que je ne me trompe. Non, effectivement, on ne peut pas être étudiant libre parce qu'étudiant libre, ça veut dire qu'on n'est pas rattaché à aucun programme. Par ailleurs, si on veut être auditeur libre, c'est possible. Mais auditeur libre, ça signifie qu'on paye les mêmes frais de scolarité qu'un autre. On est sujet aux mêmes critères d'admission, donc on doit aussi avoir un dossier d'excellence pour faire partie des 120 candidats retenus. La différence avec un étudiant régulier, c'est que l'auditeur ne passe aucune évaluation et par conséquent n'a aucune note et ne peut à aucune occasion se prévaloir du diplôme. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'être auditeur. Et puis, ben, pour un cours ou deux, ce n'est pas possible non plus parce que la majorité des cours sont réservés exclusivement aux étudiants du bac. Donc, il y aurait peut-être possibilité à ce moment-là de suivre les quelques cours qui sont ouverts à tous. Mais encore là, on n'entrerait pas comme étudiant au bac et les suivre comme auditeurs. On les suivrait simplement comme étudiants libres à ce moment-là. Merci Est-ce que beaucoup. ça répond? N'hésitez Merci pas, hein? beaucoup. Parfait, parfait, Marie-Christine, génial. Il y a Donc, Mia qui avait une question. Oui, Oui, dans le fond, moi, j'allais comme poser ce matin dans l'explication de travailleur social, là, mais étant donné, moi, j'ai fait, en fait, tu sais, je suis finissante bientôt en technique d'intervention en délinquance, mais étant donné, tu sais, je sais que ce nom-là allait peut-être changer éventuellement pour technique de criminologie. Donc là, je voulais savoir, est-ce que est-ce que ça peut offrir certains privilèges, parce que je sais que pour travailleur social, non, mais pour criminologue, est-ce que ça pourrait offrir certains privilèges? Éventuellement, oui, parce que justement, on est en train d'évaluer les différentes techniques qui sont offertes un peu partout au Québec. Et Madame Deslauriers-Varin, qui est la directrice du programme,
est justement en train de regarder les techniques. Il y a techniques policières, techniques juridiques qu'on regarde ensemble en ce moment. Puis oui, éventuellement, ça pourra faire l'objet d'une passerelle d'ECPAC. Donc, Mia, à ce stade-ci, on n'est pas en mesure de savoir le privilège, il sera à quelle hauteur. Mais on est en train de faire l'étude, là. Puis même, nonobstant le fait que la technique d'intervention de délinquance va changer en technique criminologique, voilà, ça interviendra pas. On n'entre plus à fond dans les contenus des divers cours. OK? OK, merci beaucoup. C'est bon, merci. Une belle question du téléphone cellulaire de Vanessa, j'imagine. Donc, je suis intéressée par la psychologie, le droit et la sociologie. Wow, c'est génial, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est pourquoi je pense me diriger dans le domaine de la criminologie. Toutefois, je suis une personne sensible et de tempérament anxieuse. Et je me demandais s'il n'y avait pas des portes de sortie où on n'était pas obligé d'intervenir ou de travailler directement avec des personnes. C'est une excellente question, Vanessa, parce que je l'ai moi-même vécu. Hein. Moi, j'étais bien faire à bras, fier à bras, comment je veux tout faire, moi. Et puis, à un moment donné, je dis, oh, non, je ne suis pas sûre que je vais être confortable. Et c'est ça qui est intéressant, Vanessa, parce que, comme je le disais, vous pouvez travailler en prévention. Donc, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont en activité délinquante ou encore violente devant nous. Ce n'est pas toujours ça, là. Je vous rassure très bien, il y a tout le domaine de la victime. On peut intervenir avec les proches aussi. Il y a des gens qui sont plus avancés dans leur réflexion par rapport au crime. Hein, il y en a qui viennent tout juste de commettre à chaud des crimes de violence et puis bon, qui en vont promener de personne. Je dis toujours à mes étudiants, vous savez, tu sais, des gens réfractaires ou des gens qui hésitent par rapport à l'intervention, ben, ça a aussi des limites. Là, tu sais, je veux dire, on n'est pas des magiciens, puis on ne transforme pas la violence en autre chose. Donc, oui, c'est possible de travailler avec des clientèles qui sont peut-être moins aversives ou encore moins résistantes aux interventions des criminologues. Donc, ça aussi, ça peut mieux s'arrimer. Et puis voilà, moi, au fur et à mesure de mes idées, de mon évolution aussi, j'ai changé. Au début, je voulais travailler dans un pénitencier. Finalement, oh non, finalement, oh non. J'ai fait un stage en centre jeunesse auprès des jeunes. D'abord, j'ai fait un premier stage en prison. Ah non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable du tout, du tout, du tout. J'avais peur, j'avais peur. Après ça, ben, j'ai travaillé plus au niveau des maisons de transition. Ben, là, c'était vraiment génial parce que les gens étaient plus en processus. Il y avait plus un bagage de transformation, là, tu sais. Ils étaient plus avancés dans leur réhabilitation. Donc, ça m'a réconforté beaucoup. Puis sinon, ben, il y a toujours l'intervention auprès des victimes aussi, où ça demande beaucoup plus d'empathie, par exemple, et d'accompagner les personnes dans des processus de changement. Je suis une étudiante française. J'aimerais intégrer le baccalauréat en criminologie l'année prochaine dans le cadre du programme BCI. Y a-t-il un nombre de places limité, Madame Lafleur, pour les intégrations BCI dans le cadre de notre programme? En fait, s'il y a une entente déjà qui existe, il n'y a pas de limite à ce moment-là. On peut faire l'inscription sans problème. Donc, ça se fait d'une université à l'autre à ce moment-là. Donc, voilà. Emmanuel, j'imagine, Lambert. Bonsoir, je suis un étudiant hors du Canada. J'aimerais savoir au niveau de la maîtrise, quels sont les prérequis? Oui, en fait, j'ai envoyé le lien à tous pour que, si d'autres sont intéressés aussi, déjà planifier leur cheminement vers la maîtrise. Le lien est là pour expliquer les différents préalables parce que si on n'est pas issu du programme de criminologie, il y aura effectivement une scolarité préparatoire à réussir, Donc, qui est tout voilà, indiqué dans la pas de description. prérequis, mais une année qu'on appelle propédeutique complémentaire, préparatoire, dépendamment de l'université. Donc, une espèce de mise à niveau pour que vous puissiez bien saisir les fondements disciplinaires avant de vous engager dans la réalisation d'un mémoire, Nicolas. Madame Lafleur, On a voilà. une question de Oui, Mégane oui. qui est avec Oui, en fait, nous. j'en ai trois petites. La première, c'est que vous avez parlé des stages à l'étranger. Est-ce qu'il peut y avoir des stages aux États-Unis ou c'est pas comme permis dans le fond? Il faut explorer, en fait, c'est une question d'équivalence. OK?
il faut que vous soyez à même de réaliser les tâches et faire la démonstration que vous maîtrisez les compétences. Alors, on n'en a pas eu jusqu'à maintenant aux États-Unis, mais il y a beaucoup de criminologie qui se fait aux États-Unis et il faudrait explorer ça avec vous, avec la direction de programme. Madame Lafleur, OK. vouliez-vous ajouter quelque chose, Madame Lafleur? Excusez-moi, non, ça va, c'est bien. OK, voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas tant la langue, OK? Je n'ai jamais vu rien au niveau de la langue d'exercice du stage, mais pour moi, c'est est-ce que, peu importe l'état où tu réaliserais ton stage, est-ce que tu seras en mesure de faire un plan d'intervention, d'évaluer la gestion du risque de récidive d'un contrevenant, d'en assurer le suivi, mais aussi d'intervenir auprès des clientèles visées? OK, parfait. Parfait? Une autre question, c'était les cours d'été. Est-ce que ça peut être des cours du bac, dans le fond, ou c'est vrai? Est-ce qu'on peut faire des cours qui sont obligatoires, mais en été? À l'heure actuelle, vous savez, on n'est que 13 profs en criminologie, donc on n'a que très peu de cours d'été. Donc, les cours d'été disponibles sont souvent des cours d'autres disciplines ou encore, j'en ai un ou deux, je pense, tout au plus, mais qui ne sont même pas obligatoires. Donc, à l'heure actuelle, les cours obligatoires ne se donnent qu'à une des 3 sessions par année. Et voilà, ça se passe, la très grande majorité, là, je vous dirais la quasi-totalité des cours se donnent à l'automne et à l'hiver. OK, parfait. Puis ma dernière question, dans le fond, c'est je suis étudiante en technique juridique. Puis j'ai fait le cours de droit pénal à la session 3, je pense. Donc, est-ce qu'il y a une cotère dedans le cours que je dois avoir pour pouvoir être créditée pour le cours de celui de dans le bac? Non, ça ne marche pas par cotère ou par niveau de réussite de votre cours de cégep. OK? C'est quand on parle de questions d'équivalence aussi, c'est une question d'objectif d'enseignement, OK, de développement de compétences. Il faut que 75 à peu près du contenu soit identique. Donc, ça dépend énormément. Le seuil de réussite n'est pas suffisant pour se faire créditer un cours. Il faut vraiment voir quels sont les savoirs que vous avez acquis dans le cadre de ce cours-là, les contraster avec nos savoirs que nous déployons auprès des étudiants, puis voir si vous pourriez avoir une équivalence. Madame Lafleur? Oui, c'est qu'en fait, là, je n'ai peut-être pas bien compris. Est-ce qu'on parle d'un cours qui a été fait dans le cadre de la technique? Oui, c'est ça. OK. Bien, il y a une petite nuance qui est importante, c'est qu'on ne peut jamais reconnaître une équivalence pour un cours collégial vers un cours universitaire. Donc, présentement, ce qu'on est en train de faire, c'est d'analyser la possibilité de passerelle deck-back avec une technique, oui. Donc, c'est sûr qu'avec un deck régulier, il n'y en a pas question. Donc, c'est 3 années d'études et ce sera nécessairement un ensemble de cours qui pourraient être reconnus pour un cours. Jamais du cours à cours. Et la cote, en fait, on est en train aussi d'évaluer la possibilité d'exiger une cote minimale parce que, bon, comme vous le savez, le programme est contingenté. On part du plus fort, on descend jusqu'à l'atteinte de notre contingentement. La cote minimale tourne autour de 27, 28, dépendant des années. Et là, on se disait qu'on pensait peut-être à une cote de 25 pour établir une passerelle deck-back. Mais ça, c'est vraiment sous toute réserve. Là. Les ententes ne sont pas finalisées encore. On est encore à l'étape du projet. Là, on évalue ça. Ce qui peut arriver aussi, c'est que parfois, si la cote était légèrement inférieure, mais si elle est légèrement inférieure, ça veut dire qu'on n'a pas d'admission au bac habituellement. Mais bon, si une année, je ne sais pas, moi, la cote est vraiment plus faible et que vous avez été admis et que vous avez réussi un cours qui serait, bon, peut-être moins bien réussi, on peut y aller de cette façon-là, de cours à cours, mais c'est plutôt rare. Puis ce cours-là dont vous faites mention, effectivement, c'est possible qu'on le reconnaisse, en tout cas dans l'évaluation qu'on vient de faire, là, elle est vraiment à l'étape embryonnaire, mais ce cours-là a effectivement été noté. Donc, si vous êtes admise à l'automne 22, peut-être rapidement regarder
les cours en question pour ne pas vous inscrire trop vite à un cours qui pourrait vous être crédité. OK, parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Marie-Christine avait une question aussi. Oui, oui. Oui, par rapport au certificat, est-ce que ça serait les mêmes critères d'embauche que les bacs ou le privilège ou c'est pas la même chose? Qu'est-ce que vous voulez dire par Ben, privilège? je veux dire, certificat, c'est un peu moins élevé qu'un bac. Donc, pour le placement, l'embauche, Ah, vous voulez dire si vous avez qu'un certificat en criminologie? oui, oui. OK. Ben, c'est une année d'université, je vous dirais. Et les certificats ne permettent pas d'avoir d'avoir un permis de pratique d'un ordre professionnel. Donc, vous allez connaître les fondements disciplinaires, tout simplement. Mais ça dépend encore là de la nature des milieux. Je m'excuse, il y a un chien qui jappe en arrière. Me disait bonjour là de notre part. Là. Mais voilà, donc voilà, c'est sûr que c'est une année, hein, puis c'est les fondements de la discipline. Alors, si votre objectif ou votre cible à atteindre, ben, c'est celle de devenir une intervenante ou un criminologue en bonne et due forme, il faut faire le baccalauréat. OK, merci. Puis, je Merci. voulais savoir aussi, vous avez dit que le bac se donnait aussi en soit temps plein ou temps partiel, mais est-ce qu'il se donne à distance aussi? Non, actuellement, le baccalauréat, je vous dirais qu'il est en semi-distance post-COVID. OK, c'est le plus loin qu'on va aller. Il y a pas de désir parce que vous savez, c'est un baccalauréat professionnel. Donc, on doit absolument être en présence de nos étudiants pour mettre en pratique. Puis, vous comprendrez que c'est assez limité pour nous, là. Donc, ce n'est pas dans nos cartons actuellement. Pour le développement, je vais vous dire de la chimie aussi, de l'identité professionnelle, de la cohésion avec nos étudiants, les associations d'étudiants. Je pense que tout le monde a vraiment envie de revenir à une vie normale, là. Parfait. Puis, dernière question, je l'avais écrit dans le chat, Oui. c'était on travaille beaucoup en collaboration avec les agents correctionnels aussi. Oui, les agents correctionnels, c'est communément dans le jargon populaire qu'on appelle des gardiens de prison. Okay? Donc, eux sont vraiment là pour faire la surveillance, assurer la sécurité des lieux. Puis bon, voyez, c'est plus une question de surveillance et de sécurité. Alors que le criminologue, c'est plutôt un agent de gestion de cas. C'est un professionnel bachelier qui va entrer davantage dans l'intervention et la transformation des délinquants. Parce que je sais que, vous parliez au début dans des films et des choses comme ça, parce qu'on voyait, mettons, dans la série Unité 9, que certains agents correctionnels pouvaient faire des suivis avec certaines détenus. C'est pour ça que je demandais si c'était en collaboration avec les criminologues. Oui, en fait, on a vu plusieurs choses dans la série. Ah oui, c'est ça! On a ce qu'on appelle un ALC en établissement, donc un agent de libération conditionnelle, mais la libération conditionnelle, usuellement, vient après la détention, mais on a aussi des agents de libération conditionnelle qui pratiquent au sein des établissements pour préparer tranquillement les détenus à la sortie. OK? OK. Donc, oui, comme agent correctionnel, vous pouvez avoir des discussions, discuter avec des détenus, voilà, travailler sur leur plan d'intervention, mais au niveau de l'analyse délinquentielle, de l'évaluation des codes de sécurité, de la gestion du risque de récidive et d'évasion, c'est les criminologues qui font ça. Parfait, merci beaucoup et un gros merci pour votre temps. Je vous en prie, ça m'a fait plaisir. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Voilà. Oui, merci. Merci, Madame Dubois. J'avais des questions. Attendez une minute pour ne pas oublier quand même. L'Université Laval a-t-elle un programme pour devenir criminaliste? En fait, vous passez par le droit, Natacha Roquette. Si vous voulez être un criminaliste, un avocat du criminel, du droit criminel, c'est la branche du droit criminel, donc c'est la faculté de droit. OK? On travaille en collaboration. Bon, est-ce possible de faire des profilages de criminels avec ce bac? Non, Marie, Madame Savard, la question du profiling ou là, on entre dans le Seigneur des Anneaux, OK? Je pense qu'en Amérique du Nord, on doit avoir 2 ou 3 profileurs, OK? D'abord, on va déconstruire un fait, là. On a très peu de meurtriers en série, heureusement, OK? Donc, voilà. Et puis, les grosses enquêtes criminelles et tout ça, c'est souvent
souvent à l'intérieur des divisions de la police que l'on fait du profilage, par exemple, au niveau criminel. Donc, souvent, on va faire des échanges d'expertise avec les Américains, là, à la Cathy Reich, qui, elle, analyse tous les os et tout ça sous un angle de l'anthropologie criminelle. Mais nous, dans le cadre de notre bac, non, c'est pas ça du tout que nous faisons, là. Donc, profilage, il faut passer par la police technique et puis être un des trois en Amérique du Nord. Mais comme je vous dis, ce n'est pas vraiment un domaine d'emploi. On ne fait pas ça à temps plein, être profileur, là. On peut le faire un peu comme l'expertise à la cour, on peut le faire à quelques occasions dans notre carrière, mais ce n'est pas une carrière en soi d'être profileur, sauf dans un bon vieux film là, américain, voilà, qui Mais merci, c'est ça, parce que j'étais plus intéressée par la réinsertion en société, là, puis à faire la transition en tant que telle. Mais c'est que j'avais entendu ça, puis ça m'avait quand même intéressée à ce point-là. Mais Oui. là, ça fait plus de sens quand vous l'expliquez. Mais Marie, cela dit, là, si jamais, OK, parce que je vais jamais freiner, là. Moi, j'ai rien à. Tu sais, c'est sûr que j'aime Laval, là, mais je veux dire, j'essaie de cibler aussi, de bien comprendre les intérêts des gens. Mais si certains d'entre vous avaient vraiment comme intérêt le profilage ou l'analyse des scènes de crime ou tout ça, sachez qu'en Suisse aussi, il y a de la criminologie, criminalistique. Hein, et même les études criminologiques en Suisse sont beaucoup plus d'origine forensic crime, là, de l'analyse de scènes de crime policière. Nous, ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout. À preuve, d'ailleurs, si vous examinez la criminologie de l'Université de Montréal, elle est distincte d'un baccalauréat en sécurité et en police. Donc, on a décidé de séparer ces deux volets-là parce que pour bien faire les distinctions. Et même le permis de pratique qu'émet l'Ordre des criminologues ne permet pas de faire de l'exercice de fonction police ou criminalistique ou policière. Voilà. Et merci beaucoup. Je vous en prie. Pour un candidat adulte, la scolarité préparatoire ressemblerait à quoi? Est-ce que vous référez, Maude, à la maîtrise? Maude Marcoux, est-ce que vous êtes encore là? Bon, je peux peut-être répondre. Oui. Je ne sais pas si elle est encore là ou elle était dans le chat. En fait, la scolarité préparatoire… non, la scolarité préparatoire, elle vient nous répondre non pour les candidats qui n'ont pas de DEC. OK, c'est ça. Donc, la scolarité préparatoire, à ce moment-là, va servir à compenser l'absence du DEC. Donc, dépendant des cours que vous avez faits au secondaire et possiblement quelques-uns au cégep, on va vous demander justement de base le français, philo, qu'est-ce qu'on va demander d'autre? L'apprentissage autonome, quelques cours comme ça peut être 5 à 7 cours, je vous dirais, maximum. Et si on vise justement l'admission au bac en criminologie, à ce moment-là, on va bien sûr vous demander les préalables, donc méthode quantitative en sciences humaines, parce qu'il faut savoir aussi qu'un candidat adulte qui a une scolarité préparatoire ne peut pas être admissible au bac tant que sa scolarité préparatoire n'est pas terminée. Donc, une fois que la scolarité préparatoire est terminée, on est encore candidat adulte et on est admissible au bac à ce moment-là. Merci beaucoup, Mme Lafleur. Donc, Morgane, est-ce que le programme permet d'étudier le côté psychologique de la délinquance? Oui, Morgane, oui. Pas simplement ça, mais il y a des milieux où il y a encore des types de crimes que l'on aborde davantage sous l'angle de la psychologie. Je pense notamment à la délinquance sexuelle. Donc, la délinquance sexuelle, dans les approches, je pense à l'approche cognitivo-comportementale, par exemple, c'est des approches plus d'orientation psychocriminologique. Mais la distinction, je vous dirais, c'est que ces approches-là, comme le nom l'indique, elles font l'arrimage entre les dimensions psychologiques de l'être mises en rapport avec la commission d'infractions ou les actes de déviance. OK? Donc, déviance sexuelle sous l'angle des cognitions. Donc, oui, je pense notamment là, à la délinquance sexuelle où on utilise davantage des approches de nature psychologique. Voilà.
Voilà pourquoi les actes, tout le monde est intéressé à savoir pourquoi les actes criminels, voilà, sont commis. Donc, on a différentes voies explicatives parce que les théories psychocriminologiques ne sont pas les seules théories qui permettent d'expliquer le crime. Donc, on a d'autres paires de lunettes théoriques. Donc, voilà. Sans se rendre nécessairement au profiling, vous pouvez être plus d'orientation ou travailler plus en collaboration avec des psychologues ou encore les psychiatres même, là, qui est une spécialisation médicale, avec des gens. Je pense à Philippe Pinel, par exemple, ou encore l'Institut de santé mentale. Il y a des gens, vous savez, ceux qui reçoivent la non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux. Hein? Donc là, ça, souvent, les interventions sont davantage de nature psychocriminologique. Voilà, chers amis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et n'hésitez pas, écoutez, moi et Madame Lafleur et Nadine Deslauriers-Varin, on est là pour vous accompagner parce que là, on est le 13 novembre, mais des fois, entre faire notre demande d'admission en bonne et due forme, ben voilà, on sait pas. Allez là où votre cœur vous le dit parce que c'est très important. Moi, je le dis toujours aux étudiants dans ces journées portes ouvertes-là. C'est votre choix de carrière. Assurez-vous que c'est en prolongement avec la personne que vous êtes. Plus on choisit de la passion dans la vie, plus on y met des efforts, plus on déploie des énergies et la rigueur vient. Moi, je suis tombée littéralement dans le baril, voilà, la passion de la criminologie. Puis souvent, ma mère disait, hey, c'est incroyable, tu as fait un doctorat. Puis je dis, ouais, mais ça s'appelle juste la passion, un doctorat, en fin de compte. J'ai juste suivi mon désir puis mon amour pour la discipline. Donc, si vous avez d'autres questions, sachez qu'on est là pour vous accompagner. Et puis, ben, vous googlez mon nom, là, puis vous allez me trouver, vous allez voir assez facilement. Et puis, ben voilà, chers amis, en espérant avoir fait le tour, répondu à vos questions. Il y a Marie-Christine, je crois qu'il y avait encore une question. Oui, bien en fait, si je voudrais avoir accès à cette réunion-là, est-ce qu'on pourrait l'avoir par courriel? Vous voulez dire l'enregistrement de Oui, notre... c'est possible. Oui, mais je pense que... Je ne sais pas, Madame Lafleur, comment ça fonctionne à la faculté? Est-ce qu'on peut mettre ça à quelque part sur le site? Oui, en fait, c'est que c'est le bureau de promotion et de recrutement qui va transmettre à tous ceux qui étaient inscrits à la session. Donc, ils vont pouvoir vous transmettre les enregistrements. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. Merci, mais mettez-nous pas sur face de boucle, là. Hein? Voilà. Donc, c'est pour vous, là, Madame Dubois. Non, non, c'est par rapport à l'information, parce qu'avec mon chien, je n'ai pas tout compris ce que vous m'aviez dit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il ne faudra pas hésiter, en tout cas, à nous contacter. Ça nous fera vraiment plaisir. Là. En tout cas, moi, mon adresse est toute simple à retenir. Là, conseil-d'union TSC à commercial fss.ulaval.ca. Madame Brassard vous a donné tout l'aspect vraiment philosophique, le contenu du programme. Puis moi, je suis là pour les questions administratives un peu plates, mais essentielles quand même dans votre cheminement. Donc, n'hésitez surtout pas à me revenir. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous accueillir l'automne prochain. Ce sera avec un grand plaisir. Un gros merci. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Moi, Jérémy. j'aurais peut-être une dernière petite question. Et bien Oui. sûr. Dans le fond, c'est moi tantôt là, qui disais que j'étais intéressée par la socio, la psycho puis le droit. Puis comme je disais, c'est ça. Dans le fond, vous avez parlé que c'était possible de faire de la prévention, mais je voulais savoir c'était quoi que ça l'englobe, c'est quoi le milieu de travail? Au niveau de la prévention? Oui. Ben, il y a de la prévention. Vous savez, c'est vraiment intéressant le domaine de la prévention. On peut travailler dans une optique de prévention, ce qu'on appelle l'analyse stratégique en criminologie. Je vais vous donner certains exemples, des cas de figure, OK? Donc, on a par exemple un problème d'incivilité ou de, je ne sais pas moi, des graffitis, je ne sais pas, dans une zone de la ville, dans un secteur de la ville, ou bien, par exemple, je ne sais pas moi, des batailles dans un parc. Donc, on peut travailler avec les conseils de ville, les municipalités,
pour trouver des stratégies urbaines, par exemple, de prévention. Est-ce qu'on doit, bon, je ne sais pas moi, mettre une patrouille? Est-ce qu'on doit fermer le parc? Donc, étudier des phénomènes urbains, OK, qui touchent la déviance ou encore la délinquance et de proposer des stratégies pour y faire face. Il y a toutes aussi les stratégies de prévention environnementale où on modifie l'environnement. Je pense à certains éléments. On pourrait travailler très bien un contrat avec l'Université Laval parce que, je ne sais pas moi, son couloir souterrain n'est pas assez éclairé où les gens, vous savez, voient un petit peu plus, vivent un peu plus d'insécurité dans les sous-bois. Bon, on essaie de développer avec de concert. Donc, c'est souvent par contrat de prévention. Et il y a certains aussi milieux, je pense à la police, qui a un secteur aussi de prévention de la criminalité qui, là, déploie des stratégies dans des parcs ou encore, je ne sais pas moi, pour des mécanismes de règlement des différends ou des conflits pour éviter la judiciarisation et proposer des voies de médiation et de conflit social autres que d'appeler la police. Donc, des fois, il y a des conseils de citoyens au sein desquels, par exemple, on porte certains conflits. Ah, mon voisin, vous savez, fait ci, fait ça. Donc, on fait des cercles de citoyens, des cercles de médiation, puis on essaie de trouver des solutions avec les gens plutôt que d'en appeler du système officiel, par exemple, ou l'agent de première ligne, là, je pense à la police. Vous voyez un petit peu ce genre de stage ou encore de pratique. OK, parfait. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de sorties vers justement le secteur de prévention? Oui. Je vous dirais que c'est un secteur en développement. Je vous dirais que de manière sociétale, mais là, je vais vous dire quelque chose de très personnel. Je trouve qu'on n'est pas assez une société préventive. On est assez dans le curatif. Vous savez, on a peu les moyens. Il y a tellement de gens dans les systèmes puis qui en sortent que l'on pourrait faire mieux en termes. Je pense à la médecine, par exemple. On en fait de la prévention, mais on est plus dans le systémique, là. Voilà. OK. Puis est-ce que vous connaissez pas mal d'étudiants qu'eux autres, ils veulent aller vers ça ou la plupart des gens, c'est vraiment pour travailler? Je sais que c'est un cours qui est très populaire. Je ne sais pas l'état. Je vous dirais qu'en termes de milieu de stage, c'est assez résiduel, mais le cours de prévention de la criminalité, qui est donné d'ailleurs par la direction de programme, Nadine Deslauriers-Varin, est un cours qui est habituellement très populaire, très apprécié et aimé des étudiants. OK, parfait. Parce que moi, dans le fond, en ce moment, j'ai un cours de psychologie au cégep, puis dans le fond, mon professeur, elle, son copain, lui, justement, il travaille depuis des années comme criminologue, mais lui, il travaille tout le temps directement avec des criminels. Mais je pense que c'est d'une dangerosité plus élevée. Puis c'est ça, je lui ai posé des questions, puis là, elle me disait que lui, personnellement, ça l'avait comme un peu tué à petit feu parce que c'était souvent du négatif, puis là, c'est ça, moi, c'est plus ça qui me stressait face à ça, là. Oui. Vous avez bien raison, hein, vous avez bien raison. C'est quand même des gens qui, ça prend quand même du jugement, ça prend évidemment un sens de la responsabilité. C'est une clientèle, comme je vous disais, c'est sûr qu'on ne travaille pas dans une boîte à fleurs. C'est pas vrai, on travaille quand même avec des problématiques sociales, des gens qui cumulent diverses problématiques sociales, dont le crime, en fait, souvent, n'est que l'expression ou la conséquence de ces différents problèmes sociaux. Donc, puis je pense aussi en matière de prévention, il y a tout à faire au niveau des milieux des HLM, par exemple. Au niveau de la jeunesse, travailler l'activité. Je sais qu'il y a un centre de prévention de la criminalité au Québec. Okay? Donc, peut-être vous pourriez explorer cet univers-là, le centre, voir comment vous pourriez travailler de concert avec ce milieu-là. OK, parfait. Je vais regarder ça parce que ça, c'était plus le niveau, justement, c'était comme lourd, de tout le temps comme être plus dans le négatif et tout, là. Fait que ça serait peut-être plus la prévention qui m'intéresserait. Alors, explorez ça, puis je veux vous dire, vous pouvez même, Vanessa, communiquer avec Nadine Deslauriers-Varin. Je suis certaine qu'elle va, d'abord, elle l'enseigne, c'est son champ de spécialisation, donc elle va pouvoir vous faire un inventaire des différentes stratégies de prévention en criminologie et puis voir comment vous vous situez, vous assurer que c'est en prolongement avec ce que vous aimez. OK, parfait. Puis ça, je trouve où, mettons, ces informations pour la contacter, son adresse courriel ou… Nadine
Deslauriers-Varin. Je vais vous donner son numéro, son adresse courriel ici. Vous allez voir, c'est très facile. On peut lui écrire à l'adresse direction. Donc, c'est direction.1ER-cycle.criminologie@tsc.ulaval.ca. Je vais vous l'indiquer dans le chat. OK, parfait. OK. Tantôt, vous avez parlé des méthodes quantitatives. C'est-tu les méthodes quantitatives avancées ou les normales? Non, les C'est les 337. méthodes quantitatives en sciences humaines, 360-300, ou les 337, ou l'équivalent. Il y a vraiment plein de numéros qui sont équivalents aux 360-300. L'important, c'est de retenir que c'est des méthodes quantitatives en sciences humaines, parce que nous, à l'université, on offre une équivalence, mais qui regroupe les sciences humaines et les métaux avancés. Donc, c'est plus difficile. Si vous ne voulez pas le faire dans le cadre de votre DEC, à ce moment-là, vous pourriez le faire avec Cégep à distance. Si vous le faites avec nous, ça va être plus difficile. Oui, ça. Ben moi, j'étais en sciences humaines, puis je sais que j'ai fait des méthodes quantitatives. Je ne sais juste pas si c'est les bonnes, là, mais. OK, bien ça, en fait, on va le voir quand vous allez déposer votre demande d'admission. Nous, on peut faire la lecture de votre dossier dans le système. On a votre relevé de notes automatiquement, puis on le voit si vous avez le préalable ou pas, puis on vous l'indique. Ça ne vous empêche pas de recevoir une offre d'admission. Puis dans l'offre d'admission, on va vous préciser que vous avez un préalable à réussir dans un délai X, tout simplement. OK, parfait. Puis la dernière coteur que vous avez acceptée, c'était 28. Oui, 28. Cette année, oui. 320. Oui. 28,3. L'année dernière était 27,283. Donc, vous voyez, ça change d'une année à l'autre, là. OK. Parce que moi, je suis dans ça, 27. C'est pour ça que je me demande si... Ça dépend des cohortes, ça dépend vraiment de toutes les demandes. Je vous ai mis dans le chat, Vanessa, l'adresse de direction de premier cycle en criminologie. OK, parfait. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Marie-Christine, encore une question, je crois. Et oui, encore une. Je voulais savoir, moi, je suis très nulle en anglais, puis je voulais savoir si dans le cours, il fallait être très connaissant en anglais ou c'est... Oui, pour pouvoir diplômer du bac, il faut avoir le niveau avancé 1. Et dans le programme, on accepte seulement le niveau intermédiaire 2 parmi les cours hors discipline. Et vous devez bien sûr avoir atteint le niveau avancé 1. Ce qui veut dire que si, quand vous passez votre test d'anglais, vous devez passer un test d'anglais avec nous, qui s'appelle le VEPT, et si on vous dit, par exemple, vous êtes classé anglais de base 1, ça veut dire que vous avez de base 1, de base 2, intermédiaire 1 et intermédiaire 2 à réussir avant de satisfaire l'exigence du bac pour la diplomation. Donc, ça veut dire 5 cours au lieu d'1. À l'inverse, si un candidat est assez fort, puis qu'il passe le test, puis qu'il est classé tout de suite avancé 1, ça veut dire qu'il peut faire un autre cours hors discipline de son choix. Il n'est pas obligé de faire d'anglais à ce moment-là. OK, puis les cours d'anglais, ça peut être dans les cours de base pré-universitaires, si je ne me trompe pas, ou il faut vraiment... Pendant votre cheminement. Non, ce n'est pas pré-universitaire, c'est vraiment universitaire. OK. Et vous n'avez pas le choix de les faire pour atteindre le niveau qui est exigé au bac. OK, parfait. Un gros merci. Je vous remercie, Mme Dubois. Mais les cours d'anglais, comme vous dites, est-ce que, dans le fond, ils font partie du cheminement ou il faut les faire avant de rentrer dans le bac? Non, vous les faites dans le bac, okay. Mais c'est que si vous n'êtes pas classé du niveau à réussir, avancé 1, bien, il faut vous rendre jusqu'au niveau avancé 1, puis pour ça, il faut suivre les cours. Les cours sont forcément de niveau universitaire parce que, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit des cours de DEC-BAC passerelle ou des cours de langue, on ne peut pas reconnaître du cours à cours de niveau collégial vers du niveau universitaire. OK, c'est bon, merci. Bienvenue. Merci, Vanessa. Je suis en train d'écrire l'adresse
de la direction. Je vais essayer d'aller plus vite là, parce que j'essaie de l'écrire en parlant, c'est pas évident. Donc, Oui, je l'ai mis dans le chat, Madame Lafleur. Ah, vous l'aviez mis déjà? Oui, Ah, oui, super! oui. C'est bon, merci. Voilà. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait le tour. Ben, merci beaucoup, Madame Brassard, puis merci à tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup à vous. Merci tout le monde. Au plaisir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.